La République démocratique du Congo est-elle condamnée à une instabilité chronique? La question mérite d'être posée au vu de l'actualité dans l'est de la RDC, dont les villes tombent les unes après les autres. Et nous allons parler de ce problème systémique que connaît ce grand pays d'Afrique centrale. Aïe, c'est votre gars SW. Sur cette chaîne, nous parlons de politique et de géopolitique. Si tu as une appétence particulière pour ce type de sujet, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner. On va rentrer dans le vif du sujet dès à présent. La République démocratique du Congo, depuis bientôt un mois, connaît un nouvel accès de violence. À savoir qu'une rébellion qui s'appelle le M23, qui est financée, équipée et entraînée par les forces armées rwandaises et les autorités rwandaises elles-mêmes, a envahi à nouveau plusieurs villes importantes comme Goma, Bukavu. Demain, ça pourrait être Uvira et même Lubumbashi, la deuxième ville la plus importante de la République démocratique du Congo. À la tête de cette rébellion, Sultani Makenga, qui a fait une alliance avec Corneille Nangaa, qui est un homme politique congolais, qui a été responsable de l'organisation de l'élection présidentielle de 2018, qui a vu Félix Tshisekedi devenir président de la République dans des conditions très opaques. Il y aurait eu un arrangement entre le président sortant, Joseph Kabila, qui gardait la main sur le gouvernement grâce aux députés et aux sénateurs qu'il avait en majorité, et Félix Tshisekedi, le fils de l'opposant Étienne Tshisekedi, qui a combattu Mobutu Sese Seko, Kabila père et donc Kabila fils, a été choisi pour être président de la République. Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Notre invité aujourd'hui est Corneille Nangaa, c'est l'ancien président de la commission électorale de RDC, la CENI. Et il est aujourd'hui à la tête de son propre parti, l'Action pour la dignité du Congo et de son peuple. Il vit en exil et il est avec nous depuis un lieu qu'il tient à garder secret pour des raisons de sécurité. Merci Monsieur Nangaa. Bonjour Monsieur Perelman. Vous avez récemment affirmé par écrit qu'il y avait eu un accord entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila lors de l'élection présidentielle très controversée de 2018. Vous affirmez qu'il s'agit d'un accord conclu juste avant la publication des résultats, devant témoins par les deux rivaux donc, et validé par 3 chefs d'État. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui pour la première fois exactement de quoi il s'agit ? En 2018, je confirme effectivement qu'il y a eu un accord. Et je confirme aussi le fait que non, le président de la République a menti. C'est du mensonge. Il aurait mieux fait de me regarder en face et qu'il le dise. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit à Kinshasa ? Qu'y a-t-il dans cet accord, Monsieur Nangaa ? Je vous repose la question. Pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi nie qu'il y a un accord si vous dites qu'il n'y a pas de problème ? Pourquoi ce secret ? Pourquoi ce mystère ? Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas du tout de mystère. Dans les jours qui viennent, Monsieur Perelman, nous allons rendre public l'accord. Et l'accord a pour objet le partage des pouvoirs. Parce qu'on était dans une situation exceptionnelle où la majorité a été bel et bien gagnée par le FCC, alors que celui qui est passé président de la République était de l'autre bord. Et cet accord a été fait devant témoins, y compris 3 chefs d'État africains. Est-ce que vous pouvez le confirmer ? Je confirme que l'accord a été signé devant témoins militaires, témoins politiques, et qu'après, l'accord a été validé et certifié par 3 chefs d'État africains. Est-ce que vous pouvez les citer ? Bien entendu, c'est le président sud-africain, c'était l'ancien président kényan et le président égyptien. Et depuis que Félix Tshisekedi est à la tête de l'État congolais, depuis bientôt 6 ans, son action est imperceptible. Le président congolais voyage très souvent et quelquefois même pour des missions qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Il est entouré d'amis à lui qui n'ont pas toujours la qualité ni la capacité d'avoir les responsabilités qu'il lui donne. Quand vous voyez par exemple un pays en guerre qui a comme ministre de la Défense un infirmier, celui qui a par exemple fait le discours à la Churchill, je vous mets d'ailleurs un extrait. Vous vous demandez quelle est notre politique. Vous vous demandez quelle est notre politique. Je veux le dire ici. C'est faire la guerre. Je dis que c'est faire la guerre. Par la mer, sur terre et dans les airs avec tout. Par mer, par terre et par air. De toutes nos forces et avec toute la force que Dieu peut nous donner. Notre puissance et avec toute la force que Dieu
pourra nous donner. de faire la guerre contre la tyrannie monstrueuse. Notre politique, c'est faire la guerre contre une monstrueuse tyrannie, jusqu'alors inégalée dans le sang. Jamais surpassée dans les sombres et lamentables catalogues du crime. Sombre et lamentable catalogue des crimes humains. Cela, c'est notre... Il a été avéré après qu'il avait pompé ce discours sur 2 ou 3 présidents différents, dont Emmanuel Macron. Et donc, les responsables congolais donnent le sentiment d'être très corrompus. Quand vous voyez par exemple les différents scandales qu'il y a pu avoir, où des proches de Félix Tshisekedi sont pointés du doigt, des choix qui sont faits qui ne sont pas toujours très conséquents, le Congo a besoin d'armement. Le président Félix Tshisekedi a missionné un de ses proches pour acquérir du matériel militaire, dont des drones qui ont coûté des millions de dollars américains, alors que des pays comme l'Ukraine, qui sont aujourd'hui face à la Russie, achètent des drones turcs, les Baïkar, pareil par exemple dans le Sahel. Eux, ils sont allés acheter des drones chinois qui sont aujourd'hui inutilisables, qui n'ont pas été impactants sur le terrain. Ça a coûté des millions de dollars pour rien. Le chef de la maison militaire de Félix Tshisekedi est aujourd'hui entendu par les renseignements congolais parce que il aurait détourné de l'argent qui était prévu pour les instructeurs roumains qui ont rendu les armes au début de ce nouveau conflit. Et donc des exemples comme cela, il y en a à l'appel. Le Congo est attaqué, le Rwanda avec à sa tête un président prédateur comme Paul Kagame est dans l'incapacité de répondre et de protéger à la fois ses populations et ses frontières. Ça va maintenant faire 1 mois que Goma est tombé. Le président Tshisekedi est dans l'incapacité d'assurer la riposte juste après la chute de Goma. Il a demandé aux populations d'intégrer l'armée congolaise. L'armée congolaise aujourd'hui compte à peu près 135 000 soldats sous-équipés avec une logistique absente. Ils sont envoyés au front, ils n'ont pas de ravitaillement par exemple. Et donc il appelle au sursaut national et à toutes les volontés d'intégrer l'armée, en sachant par exemple qu'il est déjà dans l'incapacité d'assurer la solde des 135 000 soldats actuels qui gagnent 40 ou 50 dollars par mois face à une armée du M23 d'à peine 7000 hommes. Il y a un problème quelque part. On a bon dos de taper sur Paul Kagame et le Rwanda ou même sur Yoweri Museveni et l'Ouganda. Ce problème est un problème qui dure depuis des décennies et le Congo a toujours été dans l'incapacité de le régler. Faisons un peu d'histoire. Depuis quasiment les indépendances, l'Est de la RDC connaît des troubles récurrents. Pour la simple et bonne raison, ce pays continent a été sous-administré. Quand vous voyez la carte des richesses de la RDC, elle est inégale. Quasiment tout l'Est de la RDC est richissime, avec tous les minerais stratégiques possibles et inimaginables, mais l'Ouest de la RDC n'a quasiment pas de ressources. Dans un tout autre contexte, on aurait justement administré ce grand territoire grâce à des confédérations ou à une structure étatique qui a trait beaucoup plus au fédéralisme qu'à un pouvoir central comme c'est le cas là aujourd'hui par exemple. Quand vous voyez que la capitale est excentrée, les Belges avaient mis la capitale à cet endroit parce que ça leur permettait de pouvoir sortir toutes les richesses qu'ils souhaitaient exporter. Donc c'était directement sur le fleuve, pour eux c'était parfait. Il aurait été nécessaire et important d'avoir à recentrer la capitale un peu plus, par exemple dans les terres. L'Est de la RDC, leur proche voisin, la première capitale la plus proche, c'est Kigali, Bujumbura au Burundi ou Kampala en Ouganda. Lorsque les populations de l'Est de la RDC veulent importer des biens ou des services ou aller à l'étranger, prendre un avion, ils passent beaucoup plus par l'aéroport de Kigali, de Bujumbura ou de Kampala que par Kinshasa, qui est à des dizaines d'heures en voiture. Il n'y a pas d'autoroute. Quand vous devez rallier Kinshasa de l'Est de la RDC, vous devez prendre un avion et c'est des 50-60 dollars le prix du billet dans un avion hors d'âge, donc tu prends même un risque pour ta vie. Toute cette instabilité, c'est d'ailleurs pour ça que Maurice Tshombe avait fait la toute première sécession katangaise, utilisée par les Belges qui voulaient extraire le noyau de la couronne, le Katanga, en faire un état indépendant toujours sous leur autorité et laisser le reste du Congo inutile, allons dire, aux Congolais. C'était ça le plan. Lorsque Mobutu Sese Seko prend le pouvoir, ça se perpétue. Son devoir de faire quand même quelque chose pour le prestige de ce pays, c'est ce que nous avons fait. Et tout le monde, à mon avis, on était content et doit en être content. Comme la situation tend maintenant à s'éclaircir, il ne sera plus question pour l'armée de se mêler de quoi que ce soit. Les politiciens sont payés pour ça, ils doivent tirer leur plan. Et les voleurs, et les chasseurs,
Aux commandes de l'armée, Mobutu doit affronter une nouvelle rébellion. Dans les provinces du centre et de l'Est, les partisans de Patrice Lumumba lancent une offensive militaire contre le pouvoir central. Ils s'emparent des 2/3 du pays. Mobutu essaie d'organiser la contre-offensive. Rien à faire, nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Il a eu à échéance régulière des rébellions qui sont soit parties de l'Est du Congo, soit qui ont été instrumentalisées par ses puissants voisins. Quand Laurent Désiré Kabila noue un partenariat avec les Rwandais. 2016, il fait un retour spectaculaire sur la scène politique. À Gisenyi, au Rwanda, il signe avec 3 autres figures de l'opposition zaïroise un protocole d'accord pour créer l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, AFDL. L'objectif est clair, renverser Mobutu Sese Seko. Mais l'AFDL, encore embryonnaire, manque de combattants et de moyens. Kabila et ses alliés comptent alors sur le soutien militaire et logistique des armées rwandaises et ougandaises. Les soutiens rwandais-ougandais reposent sur la condition qu'en cas de victoire de Kabila, il laisserait des zones d'exploitation à ses 2 voisins. Les États-Unis, qui veulent faire tomber Mobutu, appuient et soutiennent aussi cette rébellion menée par Kabila. Laurent Désiré Kabila, je jure fidélité à la nation. Le 16 mai 1997, après une fulgurante avancée militaire de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, soutenue par des troupes rwandaises et ougandaises, Laurent Désiré Kabila est proclamé président de la République du Congo. Le pays, abandonnant son nom de Zaïre, retrouve son appellation historique, le Congo. Les symboles nationaux sont également restaurés. Le fleuve est renommé Congo, le franc congolais remplace le nouveau Zaïre comme monnaie et l'hymne national ainsi que la devise du pays sont modifiés. J'ai l'impression d'entendre Laurent Désiré Kabila qui prenait la même ville en 1996 à la tête de la très hétéroclite AFDL, qui sur un malentendu l'a conduit jusqu'à Kinshasa. C'était encore une armée entièrement constituée par Kigali et Kampala. Mais entre eux, ils ne se connaissaient pas. Il fallait donc qu'un Rwandais qui les connaît soit présent à leur première rencontre pour faire les présentations. J'ai vu un homme qui était en sandales, un vieux, mais qui semblait boiter, avec une tête rasée. Mais je me suis dit, c'est lui, Kabila. Je les ai présentés un par un. Et j'ai introduit l'ordre du jour, c'est-à-dire la libération du Zaïre et la guerre contre Mobutu. Quelque temps après avoir pris le pouvoir, il va découvrir le prix de la compromission avec l'allié rwandais. Goma est occupé, Bukavu par le rebelle. Il n'y a pas de rebelle. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour que vous compreniez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir. Ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les autochtones, on les accepterait facilement. Mais ils y viennent en conquérant. Quelque temps après, il va payer cette alliance de sa vie. Et d'ailleurs, ce partenariat avec les Rwandais a été créé parce que Paul Kagame fuit le Rwanda avec sa famille parce que le régime de Juvenal Habyarimana a une haine viscérale des Tutsis. À l'époque coloniale, les Belges avaient gouverné le Rwanda avec les Tutsis. Ils en avaient fait un peuple supérieur aux Hutus. Les Hutus, qui étaient majoritaires en termes démographiques, ont récupéré le pouvoir, l'a exercé d'une certaine façon. Les Tutsis se sont sentis lésés. Lorsqu'ils ont dû, après des pogroms, fuir le Rwanda, ils ont trouvé refuge en Ouganda. En Ouganda, il y a eu là-bas aussi une instabilité entre la dictature de Milton Obote et Idi Amin Dada. Il a fallu monter des rébellions pour pouvoir faire tomber ces régimes. Yoweri Museveni a fait partie de ces Ougandais qui ont
monté la rébellion contre Milton Obote et ensuite contre Idi Amin Dada. Ils ont remis Milton Obote et Milton Obote a finalement été déposé à nouveau par Yoweri Museveni. Museveni était aidé par des exilés rwandais, dont Paul Kagame. Quand il devient président en Ouganda en 1986, il renvoie l'ascenseur aux Rwandais. Mais c'est surtout aussi parce que les Ougandais commençaient à reprocher ce partenariat à Yoweri Museveni. Le peu de ressources qui leur restaient, ils étaient obligés de les partager avec les exilés rwandais. Donc il fallait les renvoyer chez eux. Pour ne pas paraître comme un ingrat, il fallait leur donner les moyens de pouvoir, eux aussi, chasser Juvenal Habyarimana à Kigali. C'est comme cela que Paul Kagame devient président au Rwanda après le génocide des Tutsis. D'ailleurs, aujourd'hui, la thèse officielle n'est plus que c'est les Hutus qui ont voulu se débarrasser de leur frère Juvenal Habyarimana qui avait fait trop de concessions aux Tutsis, mais que ce serait bien le FPR de Paul Kagame qui a été à l'origine du crash de son avion et du déclenchement du génocide des Tutsis. Paul Kagame aurait accédé au pouvoir à Kigali en marchant sur les corps de millions de ses frères Tutsis, de millions de Tutsis rwandais. Et ce partenariat entre Yoweri Museveni, où il y a souvent des hauts et des bas, tantôt ils sont partenaires, tantôt ils sont ennemis. Ils sont tous deux des présidents prédateurs qui partent du principe qu'ils ont des pays très pauvres avec des difficultés importantes. Vous rajoutez en plus à cela que le Rwanda est un très petit pays qui a besoin de terre. Ils sont 14 millions d'habitants et ils savent très bien qu'à horizon 2050-2060, ils vont être à l'étroit. On organise à échéance régulière des rébellions au Congo pour capter des richesses minérales. Quand on sait comment le Congo est une hérésie géologique, en plus de cela, ils sont inconséquents, incapables en 60 ans d'indépendance d'avoir une armée solide, structurée et disciplinée. Ils ont bon dos d'aller capter les richesses du Congo. Le Rwanda, et ça c'est quelque chose qu'on ne pourra pas reprocher à Paul Kagame, il est relativement structuré dans sa méthodologie. Il a fait en sorte, pour le bien de son peuple, pour moi c'est une erreur, il met les Rwandais en danger, mais Paul Kagame part du principe qu'il défend son peuple et ses intérêts. Si pour ça il doit aller voler le voisin, ça l'empêchera pas de dormir la nuit. Et en plus de ça, il a développé des infrastructures, donc des usines pour traiter les minerais congolais. Le Rwanda a ouvert sa première usine de transformation d'or avec une capacité de 6 tonnes par mois. Cette infrastructure, dont le coût de construction est estimé à 5 millions de dollars, est implantée dans la zone économique de Kigali. Depuis le rapport de la Rwanda Environment Management Authority qui révélait en juillet 2018 la grande inexploitation des gisements de minéraux, le gouvernement multiplie les efforts pour booster ce secteur. Le Rwanda va désormais commencer à exporter les produits en coltan raffinés depuis novembre 2018. En effet, le pays des 1000 collines vient de conclure un accord avec une société basée en Europe pour la construction de la première usine de raffinerie en Afrique pour un coût de 16 millions de dollars américains. Nous sommes très contents pour cet accord car bien que le Rwanda ait été le premier exportateur de coltan depuis longtemps, nous avons toujours exploité seulement 30% du total pendant l'exploitation en raison de la mauvaise technologie. Les 70% restants sont gaspillés à travers le processus. Avec cette nouvelle usine, nous allons pouvoir exploiter 100% de notre produit. Et quelquefois, ils ne les veulent pas. Quelquefois, les Congolais eux-mêmes préfèrent, les mineurs indépendants préfèrent partir avec le fruit de leur travail, aller le vendre à Kigali, où ils seront mieux payés que à les vendre aux Chinois qui ont acheté des carrés miniers avec le gouvernement de Kinshasa. Et très souvent, c'est ça. La rébellion que finance le Rwanda est pour capter des terres, pour avoir une influence sur le Congo. Mais au-delà de ça, le problème est tellement complexe que ce n'est pas uniquement pour les minerais. De ce fait, la situation au Congo nous interpelle quasi tous. D'autant plus que les autorités congolaises témoignent vraiment de leur incapacité à solutionner le problème. Il est facile, je pense, d'avoir à pointer du doigt les agresseurs, mais la République démocratique du Congo doit également être assez conséquente, ça va être le terme de cette vidéo, pour compliquer la tâche à ses prédateurs. Félix Tshisekedi, pendant la campagne présidentielle il y a un an, a dit avec beaucoup d'esbrouf. C'est un problème pour la région. Je cache pas, je mâche pas mes mots. Pour nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis
parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Et je vous dis pourquoi. On est aujourd'hui 1 mois plus tard, il ne s'est rien produit. Il faut également qu'il y ait un diagnostic sur les actions qui ont été posées par les Congolais depuis 60 ans. S'ils ne veulent plus avoir à vivre cette situation, ils vont devoir être plus conséquents. Corneille Nangaa, qui est aujourd'hui nouveau Laurent Désiré Kabila, Rwanda a utilisé ce principe à plusieurs reprises. RCD Goma, c'était ça. Jean-Pierre Bemba a lui aussi, à un moment, été un Corneille Nangaa. Et des alliances de cet ordre sont légion dans ce vaste ensemble qu'est la RDC. Jean-Pierre Bemba lui va en son temps s'allier à l'Ouganda au sein du MLC, qui va d'ailleurs donner lieu à une bataille épique contre les Rwandais sur le sol congolais. Autre exemple de cette alliance avec des étrangers pour déstabiliser leur propre pays, Alexis També Mwamba, qui va diriger le RCD Goma, encore soutenu et armé par le Rwanda. Wamba Diawamba, soutenu en son temps par le Rwanda puis l'Ouganda. La liste est longue et remonte loin dans le temps. Souvenez-vous, les gendarmes Katanga. Le cheval de Troie utilisé par les Rwandais et les Ougandais, qui à son époque aussi a créé une rébellion pour attaquer son pays. Et quand vous voyez comment les villes tombent les unes après les autres, il est fort à parier que Corneille Nangaa, s'il n'y a pas d'adversité pour l'en empêcher, il finira par atteindre Kinshasa, comme Laurent Désiré Kabila en 1997. Quand vous voyez que l'organisation de l'armée congolaise, qui après quasiment chaque rébellion intègre les anciens rebelles dans l'armée en reconnaissant leur grade, donc vous avez des généraux dans l'armée congolaise qui ont été des tortionnaires, des gens qui ont tué, pillé, violé, de continuer à intervenir dans les zones dans lesquelles ils ont fait ces méfaits. Et c'est comme ça qu'est organisée l'armée congolaise. On vous dira que certains généraux congolais, lorsqu'il y a des morts ou des désertions de militaires, ne les signalent pas pour que les soldes soient envoyés depuis Kinshasa et qu'ils les mettent dans leur poche. Les autorités congolaises vont devoir regarder tout cela froidement, les yeux dans les yeux, et y trouver des solutions. Donc voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de cette actualité en RDC. Si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la autour de vous. Et je vous dis à très bientôt. C'était votre gars SW. Bye.